Le croiseur de bataille semblait avoir été mis en pièces. D'immenses trous sillonnaient ses flancs de métal sombre. Un moteur pendait, à peine relié à la coque. De la fumée s'échappaient des débris qui n'auraient jamais dû se retrouver dans l'espace. Le vaisseau avançait lentement dans le vide obscur, tremblant à chaque mètre parcouru. Le commandant Zixtar, debout sur sa passerelle, détestait chaque instant. Ses griffes s'enfonçaient dans l'accoudoir de son fauteuil de commandement. Les Vexiens étaient des guerriers. Ils étaient fiers. Ils ne demandaient pas d'aide à autrui, et surtout pas aux humains. Mais son vaisseau était en train de mourir. La station de réparation rexienne la plus proche était à 3 semaines de là. Ses ingénieurs lui avaient annoncé que le vaisseau se désintégrerait en 5 jours, peut-être moins. La station spatiale habitée grossissait sur son écran. Nouvelle station d'ancrage, l'appelait Tilinte. Elle paraissait étrange aux yeux des Rexians. La station n'était pas conçue pour la guerre. Des dizaines de docks de réparation s'étendaient comme des bras métalliques. Des vaisseaux de nombreuses espèces différentes flottaient autour, attendant leur tour ou en cours de réparation. Des lumières clignotaient de toutes parts. L'endroit semblait bruyant, agité et chaotique. « Ouvrez le canal de communication », ordonna Zixtar d'une voix rauque. Demander de l'aide était une épreuve douloureuse. Un visage humain, apparut à l'écran, une femme. Cheveux noirs tirés en arrière, yeux bruns, fatigués mais alertes. Elle portait un uniforme de travail simple, taché de graisse sur une manche. Ici la station New Anchorage. Je suis la superviseure médicale Maria Chen. Comment pouvons-nous vous aider? Zixtar se redressa. Je suis le commandant Zixtar de la flotte de guerre vrexiane. Mon vaisseau a subi des dégâts. Nous avons besoin de réparation. Il essaya de paraître serviable en étant là. Maria examinait son vaisseau sur ses propres écrans. Ses doigts parcouraient des commandes invisibles pour eux. Je constate d'importantes brèches dans la coque, des dégâts au moteur, et ce qui semble être un réseau de distribution électrique complètement hors service. Quand cela s'est-il produit? Il y a 3 jours. Conflit frontalier? Zixtar n'a pas souhaité donner de détails. C'était déjà assez embarrassant qu'une simple mission de patrouille ait tourné au fiasco. Des victimes? Demanda Maria. La question le surprit. La plupart des stations de réparation s'enquéreront d'abord de la cargaison. 17 blessés, aucun mort. Bien. C'est bien. Maria regarda quelqu'un hors champ et parla rapidement. Puis elle se tourna vers Zixtar. Nous pouvons vous prendre en charge à bord du Dock 7. Je vous envoie les coordonnées d'approche. Nous effectuerons une évaluation complète et vous donnerons un délai de réparation dans 6 heures. Combien de temps prendront les basses? Réparation? Demanda Zixtar. Maria haussa un sourcil. Je viens de dire que nous vous le dirons dans 6 heures, une fois les dégâts correctement évalués. Asos soma atanas. Mais vu l'état de votre vaisseau, j'estime qu'il faudra 2 semaines. 2 semaines? Zixtar sentit la colère le gagner. C'est inacceptable. Nous devons rejoindre notre flotte. Commandant, votre vaisseau ne tient plus qu'à un fil, grâce à l'espoir et à une tôle mise à rude épreuve. La voix de Maria resta calme. Soit vous voulez que ce soit fait rapidement, soit vous voulez que ce soit bien fait. Parce que des réparations rapides signifient que vous serez de retour dans un mois, quand tout sera de nouveau en panne. Peut-être même en plus gros morceaux, aurait voulu rétorquer Zixtar. Mais il savait qu'elle avait raison. Il avait vu les rapports de dégâts. Ses propres ingénieurs avaient dit la même chose, avec plus de tact. 2 semaines, avait-il concédé, le cœur lourd. Bon choix. Suivez attentivement la voie d'accès. Votre stabilisateur tribord semble instable. Maria esquissa un sourire. Bienvenue au nouveau mouillage, commandant. Nous prendrons grand soin de votre vaisseau. La communication fut interrompue. Zixtar se rassit et observa ses timoniers guider prudemment leur vaisseau endommagé vers la station. Autour d'eux, d'autres vaisseaux se déplaçaient avec détermination. Des navettes de réparation humaine se faufilaient entre les vaisseaux, comme de petits insectes. Aux yeux des Rexiens, tout semblait désorganisé. Mais pourtant, tout fonctionnait. L'amarrage dura 1 heure.
Des pinces magnétiques se verrouillèrent sur la coque dans un claquement sourd qui fit vibrer le pont. Des tunnels de connexion menaient au sas. Zig-Star entendit le sifflement de l'équilibrage de pression. Puis, des voix humaines parvinrent aux ondes, parlant d'un ton enjoué qui semblait déplacé pour une tâche aussi sérieuse. Dock 7 sécurisé. Évaluation externe en cours. Atmosphère stable dans les tunnels de connexion. Commandant Zig-Star. Le superviseur Chen vous demande de vous présenter dans le hangar principal dès que vous serez prêt. Zig-Star rassembla 3 de ses officiers et traversa les couloirs endommagés de son vaisseau. Ils croisèrent des équipes de réparation qui s'efforçaient de colmater les brèches et de stabiliser les systèmes. Tous semblaient épuisés. Ils travaillaient sans relâche depuis la bataille. Chez les Vrexiens, il fallait surmonter la douleur et la fatigue. Les guerriers ne se plaignaient pas. Le sas s'ouvrit sur un espace immense qui stupéfia Zig-Star. Le quai d'amarrage était immense. Son vaisseau paraissait minuscule à l'intérieur. Mais ce qui le surprit le plus, c'était l'activité qui y régnait. Des dizaines de personnes s'activaient dans un chaos organisé. Certains portaient d'épaisses combinaisons de travail et flottaient grâce à de petits réacteurs dorsaux près des parties endommagées de son vaisseau. D'autres actionnaient des machines qui déployaient des équipements de numérisation. Tout le monde semblait parler en même temps, échangeant des informations à toute vitesse. Maria Chen se tenait près d'un grand écran affichant une image tridimensionnelle de son vaisseau. Elle discutait avec 3 autres personnes qui désignaient différentes zones endommagées. Lorsqu'elle aperçut Zig-Star, elle s'approcha aussitôt. « Commandant, bienvenue à bord. » Elle ne salua pas et ne s'inclina pas. Les humains n'étaient apparemment pas très portés sur les formalités. Nous procédons actuellement à des analyses complètes. Nous devrions avoir des données préliminaires d'ici 1 heure. Puis-je vous offrir, à vous et à votre équipage, quelque chose? De la nourriture? Des soins médicaux pour vos blessés? Nous n'avons besoin de rien, répondit Zig-Zar d'un ton sec. Réparez simplement notre vaisseau. Maria le regarda un instant. Quelque chose dans son expression trahissait qu'elle en savait plus qu'il ne le souhaitait. Très bien, mais l'offre tient toujours. Nous avons un salon pour l'équipage sur le pont 3. Le café est toujours frais. Elle se remit à son travail. Oh, et commandant, le nom de votre vaisseau se traduit par talent de domination, n'est-ce pas? Oui, un bon nom. Elle a traversé l'enfer, mais elle est solide. Elle volera de nouveau comme une horloge bientôt. Maria parlait comme si elle évoquait un être vivant, et non une machine. Zig-Star ne sut que répondre, alors il garda le silence. Il se contenta d'observer l'humain s'affairer autour de son vaisseau de guerre endommagé, et se demanda dans quel pétrin il s'était fourré. La première chose qui frappa Zig-Star fut le bruit. Les équipes de réparation humaine ne cessaient tôt de parler. Elles criaient des informations à travers le quai. Ils discutaient de la meilleure façon de réparer les dégâts. Ils plaisantaient en découpant le métal endommagé. Cela aurait dû être un manque de professionnalisme, voire une inefficacité. Pourtant, le travail fut achevé plus vite que Zig-Star ne l'avait jamais vu. Il observait depuis un hublot un ingénieur nommé Jackson, qui travaillait sur une section de coque. L'homme était là depuis 6 heures d'affilée. Son service aurait dû se terminer il y a 2 heures. Un autre homme s'approcha de lui. « Jackson, rentre chez toi. Tu es là depuis l'aube. » Jackson continua de souder. « Presque finie cette section. Regarde cette fissure. Elle est plus profonde que ce que le scan montrait. Si on ne la renforce pas maintenant, elle se fissurera à nouveau en situation de combat. Ce n'est pas prévu dans l'ordre de travail. Je m'en fiche. Ce vaisseau va au combat. L'équipage a besoin qu'il soit en parfait état. » Jackson s'arrêta enfin et releva son masque de soudeur. Son visage était ruisselant de sueur. « Vous voudriez que votre vaisseau soit maintenu en état sans trop d'efforts. L'autre côté humain. » « Non, d'accord. Je vais vous aider. » « Au travail ?» Zig-Star ne comprenait pas. Ce travail supplémentaire ne leur vaudrait aucun supplément. Son contrat avec la station précisait exactement les réparations nécessaires. Pourquoi en ferait-il plus que prévu? C'était illogique, mais il le constatait partout. Une équipe de maintenance remplaça un coupleur électrique ancien mais encore fonctionnel.
Il lâchera dans quelques mois, expliqua l'un d'eux. Autant le remplacer maintenant, tant qu'on y est. Une autre équipe a passé des heures à recalibrer les capteurs pour qu'ils correspondent à des spécifications supérieures à celles du vaisseau à sa sortie d'usine. Parce qu'on le peut, ont-ils simplement dit. Le troisième jour, Zixtar se rendit au salon de l'équipage dont Maria avait parlé. Il se dit que c'était juste pour observer les comportements humains. À l'intérieur, il retrouva plusieurs membres de son équipage. Ils étaient attablés avec des humains, partageant un repas et discutant. Un jeune ingénieur vrexien nommé Keth était assis avec une humaine portant un insigne médical. « Mes cauchemars empirent », murmurait Keth. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois la brèche s'ouvrir. » J'ai vu mon ami être aspiré dans l'espace avant même que les boucliers bassards d'urgence ne s'activent. L'infirmière humaine posa la main sur la table, près de la griffe de Keth, sans la toucher, mais tout près. C'est un traumatisme. C'est normal après que c'est ce que vous avez vécu. Avez-vous parlé à votre médecin? Les Verxiens ne parlent pas de faiblesse. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est être en vie. La voix de l'infirmière était douce. J'ai servi sur un navire militaire avant de venir ici. J'ai vu des choses que j'aurais préféré ne jamais voir. J'ai perdu des êtres chers. Il m'a fallu 2 ans avant de pouvoir dormir une nuit entière sans me réveiller terrifié. Keith la regarda avec surprise. Mais les humains sont si sensibles, si émotifs. L'infirmière sourit tristement. Oui, c'est vrai. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Ressentir des émotions ne vous rend pas faible. Faire semblant de ne rien ressentir jusqu'à craquer, voilà ce qui vous détruit. Zixtar quitta rapidement le salon. Il ne voulait plus rien entendre, mais la conversation le hantait. Cette nuit-là, il consulta les archives de la station. Il se persuada que c'était pour faire des recherches. Il consulta les statistiques de la station New Anchorage. Ce qu'il découvrit le troubla encore davantage. La station affichait un taux de fidélisation de 97%. Les vaisseaux réparés sur place revenaient pour des réparations ultérieures, même lorsque des options plus proches existaient. Les scores de satisfaction client étaient un des plus élevés de tout le secteur. Il creusa davantage. Il trouva des avis d'autres espèces. Un capitaine marchand Zeltari écrivit « Ils réparent des choses dont j'ignorais même l'existence. Mon équipage est plus heureux car le système de recyclage de l'eau lui donne enfin bon goût. J'ai demandé pourquoi il s'était donné cette peine. L'ingénieur a répondu « Aucun équipage ne devrait avoir à boire de l'eau impropre à la consommation pendant des mois. » Un armateur de cargo coréen a écrit « Mon navire est vieux. La plupart des chantiers navals me conseillent de le mettre à la ferraille. » Les humains de New Anchorage la traitaient comme un trésor. Ils ont trouvé des pièces qui n'avaient pas été fabriquées depuis des décennies. Ils ont réalisé des pièces de rechange sur mesure. Quand j'ai demandé pourquoi ils s'étaient donné tant de mal pour un vieux vaisseau, ils ont répondu « Chaque vaisseau mérite de voler. » Zixtar a fermé les dossiers. Il ne comprenait absolument rien aux humains. Le 7e jour, Maria Chen lui a fait visiter les lieux de travail. Ils traversèrent des tunnels d'accès qui leur permettaient d'observer l'intérieur des sections endommagées de son vaisseau. Partout, des humains travaillaient avec concentration et minutie. Maria expliqua chaque réparation en détail. Elle lui montra les renforts ajoutés. Elle lui fit remarquer les systèmes qu'ils avaient modernisés sans frais supplémentaires. « Pourquoi ?» finit par demander Zixtar. « Pourquoi faire plus que ce que prévoit le contrat ?» Maria s'arrêta. Elle le regarda de ses yeux bruns perçants. « Parce que pour nous, commandant, ce n'est pas qu'un simple navire. C'est votre foyer, le foyer de votre équipage. Vous vivez ici. Vous combattez ici. Certains d'entre vous y mourront probablement un jour. » Elle posa la main sur une cloison réparée. « Quand nous vous renverrons en mission, nous voulons être sûrs d'avoir tout fait pour assurer votre sécurité. Il ne s'agit pas du contrat. Il s'agit de bien faire le travail. »« Ce n'est pas efficace, » dit Zixtar. « Non, mais c'est performant. » Maria sourit. « Notre taux de retour est de 97%. Vous savez quelle était la moyenne galactique? 40%. La plupart des espèces réparent un vaisseau juste assez pour qu'il puisse voler, puis espèrent qu'il ne reviendra pas avec le même problème.
Nous effectuons les réparations correctement pour que les vaisseaux ne soient pas détruits par des réparations bâclées. Les équipages ne meurent pas parce que quelqu'un a négligé certains détails. Elle se remit en marche. Zig-Star la suivit. Vous savez comment les autres stations nous appellent? Poursuivit Maria. Ils disent que nous sommes trop émotifs, trop impliqués. Ils disent que nous nous soucions trop des machines. Mais les vaisseaux ne sont pas que des machines. Ils transportent des vies, des rêves, des avenirs. Chaque vaisseau a une histoire. Le vôtre est un vaisseau de guerre qui protège votre peuple. C'est important. Ils atteignent la salle des machines. Les ingénieurs de Zig-Star travaillaient aux côtés des humains et il remarqua quelque chose d'étrange. Ils riaient ensemble, partageant leurs techniques. Son ingénieur en chef montrait à un humain la méthode rexienne pour calibrer les injecteurs de plasma. L'humain montrait à son ingénieur une astuce humaine pour équilibrer le flux d'énergie. « Votre ingénieur en chef est brillante, » dit Maria. « Elle a appris 3 choses à mon équipe cette semaine. C'est pour ça qu'on fait ce métier, nous aussi. Chaque vaisseau qui arrive ici nous apprend quelque chose de nouveau. Chaque espèce a des connaissances à partager. Vous nous rendez meilleurs dans notre travail. » Zig-Star observait son équipe travailler paisiblement aux côtés des humains. Il repensait à Keith parlant ouvertement de ses traumatismes. Il repensait à Jackson faisant des heures supplémentaires pour que les réparations soient parfaites. Il repensait aux ingénieurs qui se souciaient du goût de l'eau. Peut-être que les humains n'étaient pas si faibles. Peut-être qu'ils étaient tout autre chose. Quelque chose d'inédit dans la galaxie. Quelque chose de peut-être plus puissant que ces guerriers insensibles. L'alarme tira Zig-Star d'un sommeil léger. Il se reposait dans ses quartiers provisoires de la station pendant la réparation des systèmes de survie de son vaisseau. Ce n'était pas une alarme de combat, c'était différent. Urgent, mais pas agressif. Un signal de détresse. Il atteignit le centre de commandement de la station en quelques minutes. Maria Chen était déjà là, vêtue des mêmes vêtements que la veille. Elle n'avait probablement pas dormi. Son équipage était rassemblé autour d'écrans, montrant un immense vaisseau dérivant dans l'espace. « Que se passe-t-il » demanda Zig-Star. Maria lui jeta un coup d'œil. « Vaisseau colonial, espèce Sith, panne moteur totale. Ils dérivent vers la ceinture de radiation de Kestor. S'ils l'atteignent, tous les passagers périront. » Zig-Star sentit son échine se raidir. Les Sith. Son peuple avait mené 3 guerres contre eux, Une engine ancestrale rongeait les Rexians et les Sith. Combien sont-ils à bord? 40 000, principalement des civils. La famille se dirige vers une nouvelle planète colonisée. Les doigts de Maria parcoururent rapidement ses commandes. Ils sont à 6 heures de la ceinture de radiation, peut-être moins. C'est regrettable, dit Zig-Star avec précaution. Mais un autre vaisseau Sith répondra sûrement à leur appel de détresse. Le vaisseau Sith, le plus proche, est à 14 heures. Ils n'arriveront pas à temps. Maria afficha un schéma du vaisseau colonisateur. Nous pouvons les atteindre dans 90 minutes. Zig-Star comprit ce qu'elle ne disait pas. Vous voulez les aider. Moi, je veux sauver 40 000 vies. Oui, ce sont des Sith. Zig-Star s'assura d'être clair. Vos ressources actuelles sont affectées à la réparation de mon vaisseau. Notre contrat garantit une fin des travaux sous 2 semaines. Détourner des ressources retarderait les réparations. Maria finit par le regarder droit dans les yeux. Son regard était dur. Je connais le contrat, commandant. Alors tu sais que tu ne peux pas les aider sans rompre ton accord avec moi. Zig-Star ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. Il lui donnait une excuse, une raison logique de se détourner. Pourquoi faisait-il cela? Je peux les aider et respecter notre contrat. Maria se tourna vers son équipage. Écoutez-moi bien, nous partageons les ressources. La moitié de l'équipage reste sur le Talon of Dominance. La moitié est allouée aux opérations de sauvetage d'urgence sur le vaisseau colonial Sith. Nous devons respecter notre délai de 2 jours. Cela signifie des doubles, voire des triples quarts si nécessaire. J'ai besoin de volontaires prêts à travailler sans relâche. Toutes les mains présentes se levèrent aussitôt, sans hésiter. « C'est impossible !» déclara Zig-Star.
Vous ne pouvez pas effectuer toutes les réparations avec la moitié des ressources et dans les délais impartis. Maria esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire de quelqu'un sur le point d'accomplir un exploit. Commandant, vous êtes là depuis une semaine. Vous nous avez observés travailler. Croyez-vous vraiment que nous sommes incapables de l'impossible quand des vies en dépendent? Avant même que Zixtar puisse répondre, elle donnait des ordres. La pièce s'anima soudain. Les humains se précipitèrent pour rassembler le matériel. Les communications furent rétablies. Des navettes de réparation furent lancées vers le vaisseau colonial à la dérive. En moins de 20 minutes, la moitié de l'équipage du Maria avait disparu. Zixtar regagna son vaisseau. Les humains restants travaillaient comme des possédés. Ils se déplaçaient à une vitesse qu'ils n'avaient jamais vue. Ils ne s'accordaient aucune pause. Un ingénieur s'était endormi debout, et son collègue l'avait rattrapé. Il lui avait laissé un quart d'heure de repos, puis l'avait réveillé pour qu'il reprenne le travail. Il avait trouvé Jackson dans la salle des machines à la 36e heure. L'homme avait les yeux rouges, les mains tremblantes d'épuisement, mais il continuait de calibrer les systèmes d'alimentation avec une précision parfaite. « Tu devrais te reposer », dit Zixar. Jackson rit. Cela paraissait un peu fou, impossible. Des gens meurent là-bas. L'équipage du Maria leur donne du temps. Mais si nous ne terminons pas notre travail à temps, ça ne sert à rien. Elle aura manqué à sa parole. Il ne faut pas que ça arrive. Pourquoi ça t'importe? Ce sont des Sith. Tu n'as aucune alliance avec eux. Jackson s'arrêta de travailler. Il regarda Zixar comme si le Vrexian avait dit quelque chose d'incompréhensible. Ce sont des gens, des familles, des enfants. C'est tout ce qui compte. Votre espèce a mené une guerre contre les Sith il y a 20 ans. Je le sais. Mon père et ça mort. Pendant cette guerre. Jackson a repris son travail, mais ces 40 000 civils ne l'ont pas tué. Ce sont juste des gens qui essaient de trouver un nouveau foyer. Peut-être fonder une famille, cultiver un jardin, vivre leur vie. Je ne peux pas aider mon père, mais je peux les aider, alors je le ferai. Zixtar quitta la salle des machines avec un sentiment étrange. Il se dirigea vers le hublot d'observation et contempla le vaisseau colonial au loin. Des navettes humaines tournoyaient autour, telles de minuscules lumières. Il accéda au canal de communication et entendit la voix de Maria diriger les opérations. Équipe 3. Il faut que ce conduit d'alimentation soit court-circuité dans l'heure qui vient. Équipe 7. Où en est la stabilisation du réacteur? Bien. Continuez comme ça. N'oubliez pas, on ne vise pas la perfection. Notre objectif est de les sortir de la zone de radiation. Nous pourrons effectuer les réparations nécessaires une fois qu'ils seront en sécurité. 48e heure. Personne n'avait dormi plus de 21 minutes. Zixtar les observait, animé d'une détermination sans faille et d'une force indéfinissable. Son équipage était également présent. Certains se sont mis à les aider spontanément. Une spécialiste en électronique vrexiane a rejoint une équipe humaine chargée de réparer le système de communication de son vaisseau. « À plusieurs, on va plus vite », a-t-elle simplement déclaré. 60 heures. Heures. Les moteurs du vaisseau colonial se sont rallumés. Puissance de secours seulement, mais suffisante. L'immense vaisseau a commencé à virer lentement, s'éloignant du bord de la ceinture de radiation. Sur la station, les humains ont applaudi. Certains ont pleuré. Puis ils sont retournés au travail. 72e heure. Maria est revenue à la station. Elle était épuisée. Ses vêtements étaient tachés de liquide de refroidissement et de graisse. Ses yeux étaient cernés par la fatigue, mais elle s'est rendue directement au centre de commandement pour vérifier l'état des réparations de son vaisseau. « Nous sommes dans les temps », a rapporté son second. « Le talent de domination sera prêt dans 7 jours, comme promis. » Maria acquiesça, puis elle s'effondra. Elle tomba comme si on lui avait coupé les ficelles. Le personnel médical accourut. Ils la transportèrent enfin à l'infirmerie. Zixtar suivit. Le médecin parut agacé. Elle n'a pas dormi depuis 72 heures. Elle n'a pas mangé correctement non plus. Elle est épuisée. Elle a besoin de repos et de s'hydrater. Elle ira bien. Le docteur fixait Maria, inconsciente d'un regard noir,
comme s'il lui en voulait d'être humaine. Zigzag restait là, à contempler cette petite femme qui s'était épuisée à sauver des inconnus. Des gens que son espèce n'avait aucune raison d'aider. Des gens qui étaient les ennemis de la sienne. Et elle avait accompli cela tout en tenant sa promesse et en veillant à ce que son vaisseau soit prêt à temps. Cet instant, Zig-Star comprit quelque chose de fondamental chez les humains. Leur faiblesse n'en était pas une. Leur compassion n'était pas de la douceur. C'était la chose la plus dure qu'il ait jamais vue. C'était de l'acier enveloppé de chair. C'était une force que les autres espèces ne pouvaient même pas reconnaître, car elle ne ressemblait en rien à celle qu'elles connaissaient. Le vaisseau colonial Sith envoya un message. Il était adressé à Maria Chen, mais elle dormait. Alors, Zig-Star le lut. « Merci. Vous avez sauvé nos enfants. Nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer notre gratitude. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons là. Les Sith n'oublient jamais. » Zig-Star contempla longuement le message. Il retourna ensuite à son vaisseau et retrouva son ingénieur en chef. « Kara, dit-il doucement, à notre retour dans la flotte, nous leur parlerons de cet endroit. Nous leur raconterons ce que les humains ont fait. Tout. » Kara le regarda avec surprise. « Commandant, ils ont sauvé nos ennemis, tout en tenant leurs promesses, tout en se tuant à la tâche. » Zig-Star ressentit quelque chose de rare, du respect. La galaxie devait connaître les capacités humaines, au-delà de la technologie. Leur cœur. Son ingénieur acquiesça lentement. « Oui, commandant, la galaxie devait le savoir. » 6 mois passèrent. Maria Chen, dans son bureau, contemplait une liste d'attente devenue interminable. 23 vaisseaux attendaient Dock Space. 15 autres avions envoyaient des demandes pour des réparations futures. 3 gouvernements souhaitaient négocier des contrats. Son système de communication clignotait sans cesse de nouveaux messages. « Ça devient absurde, » dit son second. Il déposa une nouvelle pile de demandes sur son bureau. Un cargo du Haut-Vient vient de proposer un paiement doublé si on arrive à les caser le mois prochain. Un vaisseau militaire coréen veut contourner les stations de réparation les plus proches pour venir ici. Nous sommes complets pour les 4 prochains mois. Maria se frotta les yeux, encore ensommeillée. Que s'est-il passé? Nous étions déjà occupés, mais là, c'est incroyable. Vous avez sauvé 40 000 civils Sith. Voilà ce qui s'est passé. Il afficha des articles de presse sur son écran. L'histoire a fait le tour du monde. Les médias Sith, les médias Vexian, et même les espèces qui ne communiquent pas entre elles en ont entendu parler. Des documentaires sont en cours de réalisation sur la station New Anchorage. Maria a parcouru les articles. Elle a trouvé une interview d'une mère Sith qui avait séjourné sur ce vaisseau colonial. La femme serrait son enfant dans ses bras et pleurait en évoquant les équipes de réparation humaine qui travaillaient sans relâche. Un autre article parlait du commandant vrexien qui avait diffusé l'histoire dans toute sa flotte. « Le commandant Zig-Star a été bien occupé, » murmura Maria. Elle avait trouvé une citation de lui dans une revue militaire rexiane. « Les chantiers de réparation humains ne se contentent pas de réparer les vaisseaux. Ils en prennent soin comme si chaque navire transportait sa propre famille. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force que nous devons apprendre à apprécier. » Son système de communication clignota de nouveau. Appel entrant d'un capitaine marchand zeltarien. Maria accepta. Un visage extraterrestre à 4 yeux apparut à l'écran. « Superviseur Shen, je suis le capitaine Dreth du vaisseau marchand Vendor. Je souhaite programmer des réparations dans vos installations. » « Nous sommes très occupés en ce moment, capitaine. Je peux vous prendre dans environ 3 mois. J'attendrai. » Le capitaine Dreth fit un geste que Maria avait appris à accepter. « J'ai entendu parler de ce que vous avez fait pour les Sith. J'ai également entendu parler de la qualité de votre travail. Il y a un chantier naval plus proche et moins cher, mais je préfère des réparations effectuées par des humains. Puis-je vous demander pourquoi ?» Le capitaine cligna des yeux à plusieurs reprises. 2 raisons. Premièrement, j'ai entendu dire que vos équipages se soucient réellement de la qualité des réparations. Dans le dernier chantier naval où je suis allé, mon système de recyclage des eaux fonctionnait à peine. Ils ont dit qu'elle répondait aux normes minimales, mais mon équipage a dû boire une eau au goût de métal et de produits chimiques pendant 3 mois. Je me suis plaint.
Ils ont répondu que ce n'était pas leur problème. Maria a pris note. Et la deuxième raison, c'est que mon vaisseau est vieux. Cela fait 23 ans que je sillonne les flots. Il n'est pas rapide, il n'est pas beau, mais il est à moi. D'autres stations me conseillent de le mettre à la ferraille et d'en acheter un neuf. Ils disent que les réparations ne valent pas le coup. La voix du capitaine Dredd s'est faite plus douce, mais c'est ma maison. J'ai élevé mes enfants sur ce vaisseau. Mon compagnon est mort sur ce vaisseau. Je n'en veux pas d'autre. Je veux que celui-ci continue de voler. J'ai entendu dire que les humains comprennent cela. Maria sentit sa gorge se serrer. Oui, capitaine. Envoyez-moi les spécifications de votre vaisseau. Nous en prendrons grand soin. Après la fin de l'appel, Maria resta silencieuse un instant. Elle descendit ensuite au cale de réparation. Elle devait voir ses équipages. Dans la cale 3, une équipe travaillait sur un petit vaisseau scientifique peltien. Le navire était vétuste selon les normes actuelles. Son propriétaire était un chercheur qui n'avait pas les moyens de s'offrir un nouveau vaisseau. L'équipe de Maria remplaçait soigneusement les systèmes un par un, utilisant des pièces remises à neuf lorsque les neuves étaient trop chères. Jackson était là, bien sûr. Il ne semblait jamais dormir. Il apprenait à un nouvel ingénieur comment calibrer correctement les capteurs. Il ne s'agit pas seulement de les faire fonctionner, expliquait Jackson. Il s'agit de les faire fonctionner correctement. Ce scientifique a besoin de mesures précises pour ses recherches. Si on bâcle le travail, ces données seront fausses. Ces recherches risquent d'échouer. On risque de passer à côté d'une découverte importante. Alors, autant bien faire les choses. Le nouvel ingénieur semblait perplexe. Mais le contrat ne prévoit qu'un étalonnage de base. Jackson sourit. Mon garçon, le contrat, c'est le minimum légal. Le travail, c'est ce qu'il faut faire. Apprenez à faire la différence. Maria se dirigea vers le quai 5. Un vaisseau de guerre vrexien y était en réparation. Non pas le talon de la domination, mais un autre vaisseau de la même flotte. L'équipage vrexien travaillait aux côtés des humains de Maria, et elle pouvait constater la différence par rapport à il y a 6 mois. Les Vexiens ne restaient plus à l'écart. Ils partageaient des repas avec les humains. Ils échangeaient des histoires. Un jeune Vrexien apprenait à jouer à un jeu de cartes humain pendant une pause. Le commandant du vaisseau aperçut Maria et s'approcha. « Superviseur Shen, je tenais à vous remercier personnellement. Le commandant Xar a recommandé vos installations. Il a dit que vous traiteriez mon vaisseau avec le respect qui lui est dû. Nous traitons tous les vaisseaux avec respect, commandant. Oui, je commence à comprendre. Le Vrexien désigna son vaisseau. Dans notre culture, nous considérons les vaisseaux comme des outils, des armes, des ressources à exploiter. Mais en observant vos équipages à l'œuvre, je vois autre chose. Vous agissez comme si les vaisseaux étaient non vivants. D'une certaine manière, ils le sont. Maria dit, ils portent la vie. Ils protègent notre qui c'est la vie. Ils rendent que la vie possible dans le vide spatial. Cela leur confère une importance qui dépasse leur simple métal et leur système. Le commandant resta silencieux un instant. Nous, les Rexiens, sommes fiers de notre force, de notre discipline, de notre nature guerrière. Mais je crois que nous avons peut-être négligé quelque chose d'important. Prendre soin des choses est aussi une forme de force, peut-être plus exigeante. Maria ne sut que répondre et se contenta d'acquiescer. Plus tard, elle rencontra un inspecteur du Concorde galactique chargé d'examiner les normes de sécurité et de qualité de la station. Cet inspecteur était un théon, une espèce réputée pour sa logique et sa précision. « Vos procédures sont très irrégulières », déclara-t-il en consultant des rapports. « Vos équipes dépassent fréquemment les spécifications contractuelles. Elles font des heures supplémentaires volontaires. Elles effectuent des modifications non demandées par les clients. Selon les indicateurs d'efficacité habituels, vous gaspillez des ressources. » Et pourtant, fit remarquer Maria, et pourtant, votre taux de défaillance après réparation est 10 fois inférieur à la moyenne galactique. Les vaisseaux réparés ici ont une durée de vie plus longue entre les maintenances. La satisfaction client est à son plus haut niveau historique. Le taux de fidélisation est sans précédent.
L'inspecteur, perplexe, s'exclama : « Je ne comprends pas comment des procédures inefficaces peuvent donner de meilleurs résultats. » Maria sourit. « Parce que nous ne sommes pas inefficaces, nous sommes méticuleux. Il y a une différence. Quand on se soucie du résultat, on ne prend pas de raccourcis. Quand on considère les navires comme des foyers et non comme de simples objets, on veille à leur sécurité. Ce n'est pas logique. Non, c'est instinctif. Et un inspecteur de mouvement peut s'avérer très utile. Maria a consulté des statistiques. Regardez ces chiffres. Nos clients nous recommandent. Ils sont prêts à payer le prix fort. Ils attendent des mois pour les interventions. Nous sommes débordés. Tout cela parce que nous avons à cœur la satisfaction de nos clients. Ce n'est pas de l'inefficacité, c'est de la perspicacité. L'inspecteur étudia longuement les données. Finalement, l'antenne se stabilisa dans une position que Maria savait synonyme d'acceptation. Peut-être y avait-il, après tout, quelque chose à apprendre des méthodes humaines. Ce soir-là, Maria se tenait à la fenêtre d'observation de son bureau. Elle regardait les navires aller et venir. Des navettes humaines se déplaçaient entre les vaisseaux avec l'activité frénétique d'insectes. Dans chaque quai, les équipages travaillaient avec concentration et minutie. Les ingénieurs riaient ensemble. Humains et extraterrestres partageaient leur repas pendant les pauses. Quelqu'un avait accroché des décorations dans le quai 7 pour une fête culturelle que Maria ne connaissait pas. Elle se sentait chez elle. Son système de communication clignota. Une nouvelle demande de réparation. Elle sourit et l'accepta. Plus de travail, plus de vaisseaux, plus de vies à protéger. Voilà ce que faisaient les humains. Ils se souciaient des autres. Ils travaillaient honnête dur. Ils traitaient les machines avec respect, car les personnes qui les animaient comptaient. Ce n'était pas l'armée la plus puissante de la galaxie. Ce n'était pas la technologie la plus avancée. C'était simplement de la bienveillance. Mais peut-être que Maria pensait que la bienveillance était une forme de pouvoir en soi. Le genre de changement qui transforme les choses lentement mais sûrement. Le genre de changement qui instaure la confiance plutôt que la peur. Le genre de changement qui améliore la galaxie, un vaisseau réparé à la fois. La délégation du Concorde galactique arriva un mardi matin. Maria Chine observa l'accostage de leur transport officiel avec une nervosité qu'elle préférait dissimuler. Le Concorde n'envoyait de représentants que pour les affaires importantes, généralement des questions. De guerre, des accords commerciaux ou des conflits majeurs. Elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait bien vouloir d'une station de réparation. L'ambassadrice Tex était grande, même pour une Aquilienne. Ses écailles scintillaient de bleu et d'argent. Ses 3 yeux ne laissaient rien passer, tandis qu'elle traversait le hangar. 2 assistants et 4 gardes l'accompagnaient. Maria les accueillit, vêtue de son plus bel uniforme, celui qu'elle réservait aux clients importants. « Ambassadeur Tvex, bienvenue à la station New Anchorage, superviseur Chen. » La voix de l'ambassadeur était mélodieuse. « Merci d'avoir accepté cette visite. Le Concorde s'intéresse de près à vos activités ici. Nous ne sommes qu'une station de réparation, ambassadeur. Un simple atelier de réparation qui a bouleversé les flux maritimes dans 3 secteurs. Un simple atelier de réparation qui reçoit des recommandations d'espèces rarement d'accord. Un simple atelier de réparation qui parvient à des résultats que même nos meilleurs analystes peinent à expliquer. » Le regard de Tex se fixa sur Maria avec une intensité troublante. « Nous voulons comprendre pourquoi. » Maria leur fit visiter les lieux. Elle leur montra les quais, les ateliers de réparation, les entrepôts de fournitures. Elle leur expliqua leurs procédures, leurs programmes de formation, leur système de contrôle qualité. L'ambassadeur écouta poliment et posa des questions précises. Mais Maria sentait bien que Tex ne voulait rien savoir de tout cela. Ils s'arrêtèrent au quai 9 où un vieux cargo Corion était en réparation. Le navire était vétuste, rafistolé à la hâte. Une équipe de 5 personnes travaillait, avec une concentration intense sur le bloc moteur. « Ce vaisseau a 47 ans, » observa Tvex. « Il serait probablement plus rentable de le mettre à la ferraille. » Maria acquiesça, mais elle appartient au capitaine Jexley. Il en est propriétaire depuis 23 ans. Il économise pour les études de sa fille. C'est grâce à ce navire qu'il gagne cet argent. Je vois. Et vous pensez que cela justifie ces réparations importantes ?
Maria regarda l'ambassadeur. « Avez-vous des enfants, ambassadeur ?» Les écailles de Tvex frémirent de surprise. « J'ai 3 enfants. Feriez-vous n'importe quoi pour leur offrir un meilleur avenir ?»« Bien sûr. Alors vous comprenez, capitaine Jexley, ce vaisseau n'est pas qu'un assemblage de métal et de systèmes pour lui. C'est l'avenir de sa fille. Chaque réparation que nous effectuons protège cet avenir. » Alors, oui, cela justifie des réparations importantes. Tevex resta silencieux un long moment. Vous parlez du vaisseau comme s'il avait une signification qui dépasse sa simple fonction, car c'est le cas. Chaque vaisseau a une signification. Chaque vaisseau transporte des rêves. Maria fit un geste circulaire sur la baie. Ce transport médical dans le quai 4 livre des médicaments à des colonies isolées. Ces médicaments sauvent des vies. Ce vaisseau scientifique dans le quai 2 cartographie de nouveaux systèmes stellaires, élargissant ainsi nos connaissances. Ce vaisseau de guerre dans le quai 7 protège son équipage des menaces. Chaque vaisseau ici compte pour quelqu'un. Il compte profondément. Nous ne voyons pas que des outils. Nous voyons des histoires. La visite se poursuivit. Tevex observa les équipages au travail. Elle vit des humains rire ensemble pendant les pauses. Elle vit des extraterrestres et des humains partager des repas. Elle remarqua le mur commémoratif dans le couloir principal, où étaient inscrits les noms et les dates des vaisseaux disparus. « Vous avez un mémorial pour les vaisseaux ?» demanda Tex. Maria s'arrêta devant le mur. « Ce sont des navires que nous n'avons pas pu sauver. Des navires aciers arrivés ici trop endommagés ou détruits après leur départ. Nous nous souvenons d'eux parce qu'ils comptaient, parce que les personnes à bord comptaient. » Tevex lut lentement le nom. « Celui-ci, l'étoile errante. Je me souviens de cet incident. Des pirates. Tout le monde à bord a péri. Le navire est venu ici 3 fois pour des réparations, » dit Maria d'une voix douce. « Le capitaine Dos, un homme bien, drôle. Son équipage était comme une famille. Quand nous avons appris la nouvelle, nous avons été inconsolables. Nous avons accroché leur navire sur ce mur pour ne jamais oublier. Vous pleurez vos clients. Nous pleurons des vies humaines. » Oui, Maria effleura un nom. Ils nous faisaient confiance pour assurer leur sécurité. Nous avons fait de notre mieux. Parfois, même nos meilleurs efforts ne suffisent pas. Mais on se souvient, on apprend, on s'améliore. Alors peut-être que la prochaine fois, on pourra sauver quelqu'un. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle posa la question que Maria attendait. « Quel est votre secret, superviseur Chen ? Le Concordant a étudié vos méthodes. Votre technologie n'est pas supérieure. Vos installations sont convenables, mais sans plus. Vos procédures sont en réalité moins efficaces que les protocoles standards, et pourtant, vos résultats sont sans précédent. Qu'est-ce qui vous distingue des autres ?» Maria réfléchit longuement à sa réponse. « Venez avec moi, ambassadeur. Je souhaite vous présenter quelqu'un. » Elle conduisit Tex jusqu'à l'atelier de maintenance, à l'écart des quais principaux. Dans un petit atelier, un vieil homme travaillait à un établi de soudure. Ses cheveux étaient blancs. Ses mains portaient les cicatrices de décennies de labeur. Ses gestes étaient lents, mais précis. « Voici Marcus, » dit Maria. « Il a 70 ans. Il travaille sur les navires depuis 52 ans. Il aurait pu prendre sa retraite il y a 15 ans. Il reste parce que, selon ses propres termes, les navires ont besoin de lui. » Marcus leva les yeux et leur fit un signe de tête. « Madame, ambassadrice. » Il reprit sa soudure, concentré comme jamais. « Marcus n'est pas le plus rapide, » poursuivit Maria. « Il n'est pas le plus fort non plus, mais chaque vaisseau sur lequel il travaille vole plus sûrement. Chaque réparation qu'il effectue est plus durable, car il y met tout son cœur. Chaque vaisseau, chaque réparation compte à ses yeux. »« Ce n'est pas de l'efficacité ?» dit Tessé. « Non, c'est de l'excellence. » Maria s'approcha d'une fenêtre donnant sur les quais. « Vous voulez connaître notre secret, ambassadrice ? C'est simple. Toutes les espèces de la galaxie considèrent tous les vaisseaux comme des outils, des ressources, des biens à entretenir et à remplacer. Les humains, eux, les voient différemment. Nous y voyons des foyers, nous y voyons des rêves, nous y voyons les personnes qui, à bord, tentent de vivre leur vie. » Maria désigna un navire marchand en réparation. « C'est le Silver Dawn. Le capitaine Trex est un commerçant.
Ils transportent des fournitures médicales vers une colonie qui en a besoin. Si nous bâclons le travail, ces fournitures risquent de ne jamais arriver. Des gens pourraient mourir. Alors, nous ne bâclons pas le travail. Non pas parce que le contrat l'exige, mais parce que les gens ont besoin de ces fournitures. Elle désigna un autre vaisseau. C'est le vaisseau familial du Morning Light, des parents et leurs 3 enfants. Ce sont des colons qui se dirigent vers un nouveau monde. Si nos réparations échouent, ces enfants risquent de mourir dans l'espace. Alors, nous vérifions tout 2 fois. Nous nous assurons que tout soit parfait, car ces enfants méritent d'atteindre leur nouveau foyer. Tu personnalises les choses, dit Tessé lentement. Nous lui donnons une dimension humaine. Maria se tourna vers l'ambassadeur. Les autres espèces sont logiques, efficaces, pratiques. Ce sont de bonne qualité. Mais les humains, nous nous soucions des autres, parfois trop, parfois de manière inefficace. Pourtant, cette attention nous pousse à l'excellence, une excellence que la logique pure ne peut atteindre. Quand on tient à quelque chose, on ne se contente pas de la médiocrité, on exige mieux. On travaille plus dur, on vérifie une dernière fois. Tu restes tard, tu en fais plus parce que c'est important. Tévêque s'approcha de la fenêtre et contempla l'activité des quais. Le concordant voulait que je comprenne pourquoi les navires privilégient les réparations humaines. Je crois que je commence à comprendre. Ce n'est pas une question de technologie supérieure ou d'efficacité. C'est une question de relation, de confiance, d'attention. Oui, ce n'est pas ainsi que fonctionnent la plupart des espèces. Je sais. Maria sourit. La plupart des espèces pensent que nous sommes trop émotifs, trop impliqués. Ils disent que nous anthropomorphisons les machines. Ils ont raison, c'est vrai. Nous donnons une personnalité aux vaisseaux. Nous leur parlons. Nous sommes fiers quand ils volent bien et tristes quand ils sont endommagés. C'est totalement illogique. Et pourtant, ça marche. Ça marche parce que les équipages le ressentent aussi. Quand un capitaine sait que nous nous soucions autant de son navire que lui, il nous fait confiance. Quand un ingénieur nous voit aller au-delà des exigences du contrat, il s'en souvient. Quand une famille nous voit travailler toute la nuit pour réparer sa maison, elle en parle autour d'elle. La confiance forge la réputation. La réputation fait prospérer l'entreprise. La bienveillance est la base de tout. Tévêque se tourna vers Maria. Ses 3 yeux l'observèrent avec ce qui ressemblait fort à du respect. Le concordant rédigera un rapport sur les installations de réparation humaine. Je recommanderai à nos espèces membres d'examiner vos méthodes, mais je crains que beaucoup ne les comprennent pas. La bienveillance n'est pas une ressource qu'ils savent apprécier. Ce n'est pas grave, dit Maria. Nous ne faisons pas cela pour changer la galaxie. Nous le faisons parce que c'est juste. Parce que les navires méritent des réparations de qualité. Parce que les équipages méritent des navires sûrs. Parce que les rêves méritent d'être protégés. Si d'autres en tirent quant aux des leçons, tant mieux. Sinon, nous continuerons. Une alerte de communication retentit. Maria la consulta et laissa échapper un petit rire. Le commandant Zixtar demande un espace à quai. Encore des dégâts de combat. Il dit qu'il attendra aussi longtemps qu'il le faudra, car, et je cite, « Aucune autre station ne comprend ce que signifie le talent de la domination pour son équipage. Vous avez converti un guerrier rexien à votre philosophie, observa Tvex. Rien que cela est remarquable. Nous ne l'avons pas converti. Nous lui avons simplement montré que la compassion n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. » Maria retourna à son bureau. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ambassadrice, je dois trouver une place à quai pour un commandant vexien particulièrement obstiné et son vaisseau. » Tvex regarda Maria s'éloigner. Puis elle contempla de nouveau les quais, les humains et les extraterrestres qui travaillaient ensemble, les vaisseaux réparés avec soin et précision, ce chaos organisé qui, d'une certaine manière, engendrait l'excellence. Elle finit par comprendre. La force de l'humanité ne résidait ni dans ses armes, ni dans sa technologie, ni dans sa puissance militaire. Elle résidait dans sa capacité à se soucier profondément de ce que d'autres jugeaient insignifiant. À percevoir du sens là où d'autres ne voyaient que de la fonction, à tisser des liens là où d'autres ne voyaient que des transactions. Ce n'était pas là la plus grande force de la galaxie. Ce n'était ni le plus rapide ni le plus efficace, mais c'était un pouvoir durable,
celui qui forgeait la loyauté par-delà les espèces et les cultures, celui qui changeait les choses lentement mais sûrement. Au final, TVX pensa que c'était peut-être le pouvoir le plus dangereux de tous. Non pas parce que cela détruisait, mais parce que cela donnait envie de revenir, inspirait confiance, faisait croire que quelqu'un, quelque part, se souciait réellement de votre sécurité. De retour à son vaisseau, elle entendit la voix de Maria dans le système de communication, saluant le vaisseau de guerre vrexien qui arrivait. « Bienvenue, Talon. Rentrons sains et saufs. » TV sourit. Les humains allaient changer la galaxie. Non pas avec des armes, mais avec quelque chose de bien plus puissant.